Salut à tous, salut à toutes. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui dans le débrief hebdomadaire de Regard, on vous propose un petit sommaire. Alors on va pas que faire parler d'Adrien Quatennens et de la France Insoumise parce que déjà on en a déjà parlé la semaine dernière et on peut pas non plus passer tout nos débriefs à ne parler que de ça. Mais on va quand même faire un petit point dessus en introduction. Mais ensuite on veut vous parler de la Coupe du Monde, du Qatar, puissance corruptrice s'il en est, et aussi faire un point sur les premiers pas finalement de Marine Tondelier, la nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Alors on commence par Adrien Quatennens quand même. Donc Adrien Quatennens, Catherine, tu as vu, on a vu tous les deux On a vu, ouais. à la fois lu son interview dans La Voix du Nord et on l'a écouté sur BFM TV. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Toi, comment t'as trouvé ça? Enfin, plutôt pas comment t'as trouvé sa prestation, parce que je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus, mais c'est plutôt genre qu'est-ce que tu en tires en fait comme conclusion, eu égard notamment à la sanction qui avait été prise par le groupe La France Insoumise de suspension pendant 4 mois du groupe. Bon, moi j'ai trouvé ça assez triste. Enfin, je ne comprends pas. T'es condamné, tu te tais, tu fais ta peine. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'il espère. Pourquoi il vient à BFM pour raconter que sa femme est une femme fragile psychologiquement. Il commence par ça, puis après pour nous dire que finalement elle est dans un délire de toute puissance et qu'elle le faisait chanter et tout ça. Enfin, je trouve que ça va pas du tout, quoi. C'est en fait les personnes, les militantes des associations féministes qui s'occupent des femmes victimes de violences retrouvent absolument un schéma de déni de sa part de responsabilité et qu'on fait reporter sur la part des femmes, notamment en commençant par expliquer qu'elles sont faibles psychologiquement. Moi, c'est ça qui m'a frappé, quoi. C'est qu'il commence son interview par dire qu'il l'a connue et qu'elle était faible psychologiquement. Je veux dire, waouh. Bon, donc moi, ce que je pense, c'est que d'une certaine manière, il clôt avec cette interview la question. Il n'a pas compris ce qu'il a fait, il n'en admet pas complètement les raisons, les conséquences. Il a été désigné coupable et il a eu 4 mois de prison. Pardon. 4 mois de prison avec sursis. Oui, t'as 4 mois de prison. Bien sûr, 4 mois de prison avec sursis. Oui, 4 mois de prison avec sursis, oui, c'est ça. Et après, la France Insoumise l'écarte 4 mois de groupe. Moi, je pense que cette affaire ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que je pense qu'il est impossible que Adrien Quatennens redevienne député. Sur le groupe, à l'Assemblée nationale, il ne pourra pas s'exprimer, c'est absolument évident. Les autres de la NUPES ne le veulent pas. Je pense que c'est totalement contradictoire avec les valeurs de l'AFI, que je pense même que une démission ne résoudrait pas la question, parce qu'une démission avec une réélection, ça supposerait que l'AFI de nouveau se prononce sur le fait de lui apporter l'investiture. Bon, il faut qu'Adrien Quatennens il fasse autre chose. Un jour, il reviendra peut-être faire de la politique au premier plan, mais là, une page doit se tourner, parce que ce qui est attaché à son nom, comme De Rugy, est attaché au nom de De Rugy, l'affaire des homards, Baupin, les agressions sexuelles, et d'autres qui ont été pris la main dans la caisse. Bon, ben, il peut pas revenir, quoi. Là, c'est pas possible. La morale politique fait qu'il doit se mettre de côté. Et par ailleurs, je ne comprends pas comment se fait-il que l'AFI ne le comprenne pas. Moi, ça me scotche. Je veux dire, bon, d'accord, il était bon, d'accord, il n'y a pas qu'un mec bon et on peut pas tout sacrifier au nom de ça. Ça passe mal, hein. Mais alors ça, justement, moi, c'est là-dessus que j'aimerais rebondir, c'est que je crois en fait que la France Insoumise, mais comme d'ailleurs tous les autres, enfin beaucoup trop d'autres partis politiques et d'organisations politiques, croient dans ces espèces de destins en fait politiques des uns et des autres, en fait aux individualités en fait au sein des groupes qui sont parfois presque aussi importante que l'organisation en tant que telle. C'est-à-dire que c'est ce qui a été dit pendant plusieurs mois par ceux qui défendaient, entre guillemets, Adrien Quatennens, c'était que, en gros, il était trop important dans le cadre de la bataille des retraites. Où
et ça, c'est dans un autre sens, c'est ah non mais vous vous rendez compte, les électeurs ont voté pour lui et donc il y a une espèce d'attachement très étrange en fait à la fonction de député, à la carrière politique. Moi, je suis désolé, mais je pense que encore plus lorsqu'on se dit démocratique au sens de la sixième République qui est portée par la France insoumise, nous sommes interchangeables. Et vraiment, Euh, pour moi, c'est très, non, mais pour moi, c'est très moi, je suis important. absolument pas d'accord. Je sais, mais moi, je considère que, je dis pas que l'organisation doit écraser les individus. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que s'accrocher, en fait, systématiquement, parce que c'est pas le seul, hein, à la France insoumise comme ailleurs, qui s'accroche, en fait, à ses Marocains, donc là, c'est un Marocain de député ou à ses Marocains ministériels, et en gros, au pouvoir. En fait, au bout d'un moment, il faut casser, en fait, ce type de logique, et lorsqu'on a été élu, il a été élu pendant un mandat. En fait, au-delà même de la question enfin, il y a cette question en fait là, tout d'un coup, qui est attachée à lui. Bon, bah, c'est bon, mais il va faire autre chose. Moi, je demande pas qu'il soit envoyé à Sainte-Hélène ou ou qu'on le mette au fond d'un cachot à croupir. C'est pas ça le sujet. Mais juste, effectivement, la politique, jusqu'à preuve du contraire, faut jamais dire Fontaine, je ne boirai plus de ton eau, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est bon, c'est fini. Il faut plus qu'il en fasse. Et il y a pas, et encore Oui, une il peut fois, pas avoir de c'est pas un fonction. malheur absolu en fait. Non, d'abord, je pense pas que ça veut dire qu'il faut plus qu'il en fasse, qu'il peut pas avoir de fonction représentative, il peut pas écrire la loi, la norme, etc. C'est autre chose. Il peut redevenir un militant. La France insoumise, il n'y a aucun problème. Mmh. Enfin, moi, je vois pas pourquoi il ne ferait plus de Bien sûr, politique. non, mais Ça, ça, c'est la d'accord, si tu première veux. chose. La deuxième chose, c'est que moi, je pense qu'Adrien Quatennens c'était un garçon extrêmement brillant, qui a été, moi, j'avais été bluffée par ses capacités d'argumentation, son courage, voilà. Le mot que tu emploies est intéressant. Bluffé. On est bluffé, en fait, par ça. Mais c'est un problème, en fait, d'être bluffé, en fait, par Bah non, des argumentaires. Bah si. bah non, moi je trouve pas ça un problème. Je veux dire, ce type, Bluffé, ça veut dire ce, tromper, hein. ce type, il arrive, il a 27 ans, Oui, non, mais il il était prend le, excellent. Il était excellent. donc voilà, j'ai trouvé que Mmh. c'était quelqu'un d'assez formidable. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui, dont Et, le parcours, non mais excuse-moi, je peux terminer, t'es pardon, fâché, vas-y. mais moi, le parcours d'Adrien, c'était quelqu'un qui était un opérateur sur les plateformes téléphoniques, c'est-à-dire que c'est vraiment, je dirais, un homme du peuple d'aujourd'hui. On n'en a pas tant que ça, donc, enfin moi, tout ça faisait que je comprends que ça soit une question vraiment pour la France insoumise, mais que ce soit très embêtant pour la France insoumise, ça me paraît évident. Ceci étant, ça ne vaut pas ni de renoncer à ses principes et encore moins de tout sacrifier à ça. D'autant que, en plus, c'est vain. Moi, surtout, ce que je ne comprends pas, qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est vain. C'est que là, ils vont s'attacher, s'acharner à essayer de défendre Quatennens pour, au bout du compte, ils vont devoir lâcher parce que Quatennens ne peut plus redevenir le député Mmh. de la France insoumise, c'est tout. Mais en fait, il faut se poser aussi la question à Ben, l'envers. C'est c'est que évident. pourquoi est-ce qu'Adrien Quatennens, aujourd'hui, s'accroche et dit en janvier, je suis de retour dans l'hémicycle? C'est précisément parce que il a l'impression de porter il a d'avoir toutes les qualités qu'il a en fait, qu'on lui a dit Mmh. qu'il avait, et que il a aussi l'impression d'avoir un espèce de destin, parce que je pense qu'il s'imaginait déjà candidat à l'élection présidentielle ou que sais-je. Et donc c'est pour ça qu'il ne veut pas le lâcher. Franchement, Oui, je dis, je peut-être réfléchis. aussi. Attends, je réfléchis à mon aune. Moi, au bout de 1 minute 30, j'ai lâché tout et j'ai dit arrêtez de me faire chier, tu vois. Et genre, et je me trouve un autre centre d'intérêt et j'essaye moi de faire rédemption, tu vois, genre et de travailler là-dessus. Je ne comprends pas. Honnêtement, la seule chose qui fait se mettre en fait sous l'opprobre de genre de toutes les féministes, des 99% de son parti, de ses militants, des sympathisants de la gauche, se mettre au bout de ce doigt-là, mais il faut avoir une foi en soi, mais qui est démentielle en fait, Mmh. et qui, à mon avis, est problématique. Non, mais je suis d'accord que normalement, ça devrait imposer le silence, il devrait avoir Bien envie de sûr. se taire et de disparaître au moins quelque temps. Ça, je suis tout à fait d'accord, je comprends pas complètement pourquoi, si ce n'est qu'une chose est sûre, c'est que la politique, c'est une passion. Mmh. Non, mais il faut comprendre ça aussi, hein, que la politique, c'est pas simplement une conviction. C'est que, enfin, moi, j'ai été une militante politique. Je dois dire que je n'ai jamais retrouvé un tel, comment dire, une telle pulsion, quoi. Je veux dire, avoir cru et s'être battu pour des idées, c'est quelque chose de puissant.
Non, mais attends. Non, mais c'est comme le whisky et le Perrier, quoi, si tu veux. Ouais, Tu mais vois. attends, t'as la passion de la Le whisky, c'est politique. Il y a la passion de la politique, mais il y a la passion du pouvoir. Et c'est pas tout à fait la même bon. chose. Et la passion de genre être dans le sous le feu des Non, caméras, non, non, etc. Enfin, oui, mais c'est d'accord, pas la même oui, chose, hein. d'accord. Enfin, Enfin, moi, ce que je pense, c'est que la passion de la politique, c'est d'abord, ce n'est pas séparé de la passion du pouvoir. La politique sans le pouvoir, c'est pas simplement. Enfin, je veux dire, même quand non, mais tu. pour toi, enfin, tu vois, à Hum, l'échelle de l'individu ou à bon, l'échelle collective. Moi, j'ai envie que la gauche gagne. J'ai pas envie d'être ministre, tu vois. Enfin, quoique. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais toi, tu veux aller sur le terrain jouer le match de l'équipe de France. voilà, moi, je Voilà. vais être supporter de l'équipe de foot, tu vois. J'ai pas envie d'être sur le terrain d'équipe. Non, mais voilà, Hum. par exemple. Et j'ai la passion, en fait, j'ai cette passion-là de suivre ça, mais j'ai pas envie d'être sur le terrain. Bon, Bref. bon, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a quelque chose, il y a un acharnement dans la tête des Ouais. dirigeants de la FI qui me paraît absolument irrationnel. Bon. Je Alors, ne justement, comprends pas. tu parles de la direction de la FI. Un tout petit point aussi sur qu'est-ce qui est en train de se passer là à la France Insoumise Ouais, depuis la semaine dernière. ouais, quand on a fait notre débrief la semaine dernière, nous n'avions que des échos de la mise à l'écart de Clémentine Autain et de François Ruffin. En fait, on était en dessous de la vérité puisque c'était bien Ruffin, Autain, mais aussi Corbière, Coquerel, Garrido. Donc c'est vrai que ça nous laisse dans une grande perplexité. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est quoi le sujet? Enfin, comment c'est possible que Corbière, qui est vraiment le fidèle parmi les fidèles, soit écarté? Comment c'est possible que Coquerel, qui est l'homme qui a vraiment aidé Mélenchon dans son atterrissage dans la gauche hors Parti socialiste, qui lui a vraiment, enfin, qui l'a soutenu incroyablement avec le parti de gauche, etc. Comment une telle chose comme ça peut se produire? Moi, je crois que tout le monde se perd dans. Enfin, franchement, on peut le dire, hein, ça fait une semaine que tout le monde se demande ce qui leur arrive. Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Je pense qu'en fait, la vérité, elle est à peu près ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas devenir un parti politique, ils veulent être un lieu d'action, et la ligne politique reste comme elle était auparavant, en dehors, inaccessible à cette nébuleuse qui s'appelle les Insoumis, qui n'est pas une organisation. Et bon, on a entendu Raquel Garrido, je vous le recommande si vous n'avez pas écouté de l'écouter sur la Midinale. Elle dit, ça marchait comme ça, et c'était très bien ainsi tant qu'on avait un candidat et que c'était une organisation pour notre candidat. Jean-Luc Maintenant, Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, notre candidat, il a été candidat 3 fois. On peut pas penser qu'il sera candidat toujours jusqu'à la fin des temps. Donc, il faut commencer à s'organiser et donc à organiser une organisation démocratique. Et que donc, c'est cette étape-là que pour l'instant, visiblement, Jean-Luc Mélenchon n'a pas décidé de franchir. Il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Donc, il veut maintenir l'organisation ancienne formule, c'est-à-dire un truc gazeux avec des groupes d'action et une direction politique qui n'est pas accessible à tout un chacun. Bon, Garrido, elle le conteste. Je pense que c'est un peu aussi ce que contestent les autres. Enfin, en tout cas, Ruffin et Autain sont assez clairs sur le sujet. Moi, ce que je crois, c'est que c'est pareil. Là, je pense que c'est un acharnement qui n'a pas de sens. Parce que... Mais donc, c'est quoi ta conclusion? Je te dis ça parce que toi, t'as fait partie de ce qu'on appelle les refondateurs du Parti communiste. C'est-à-dire que, en fait, la question, c'est, est-ce que tu essayes, est-ce que la bande du banc de touche, comme dit François Ruffin, est-ce qu'ils essayent, en fait, de changer le truc de l'intérieur? Parce qu'en gros, là, c'est un peu ce qui est en train de se profiler. Lundi soir, ils ont eu un bureau politique à l'Assemblée nationale, et ce qu'il en est ressorti, c'est ce que dit Raquel dans l'interview, c'est que ils vont essayer d'amender un peu ce qui s'est passé à l'Assemblée représentative pour faire évoluer les choses. Est-ce que c'est possible véritablement? Toi, encore une fois, genre dans un parti qui ressemblait un peu, je mettrai d'ailleurs en dessous de cette vidéo un texte de Georges Marchais qu'il avait dans les années, j'imagine 79. En 79, voilà, que Georges Marchais. En gros, un peu comme la France insoumise aujourd'hui, il explique pourquoi dans le Parti communiste, il ne peut pas y avoir de pluralisme et que finalement et de démocratie, parce que la vraie démocratie, c'est genre l'absence de pluralisme. Voilà, parce que sinon il y a des têtes qui émergent et qu'on peut plus avancer, je sais pas quoi. Et que c'est l'efficacité qui compte. Voilà. Ouais. Et en gros, ça ressemble un peu du coup à ce que dit la France insoumise aujourd'hui.
Toi, tu as essayé d'être refondatrice, c'est-à-dire de changer de l'intérieur. Enfin, Ah ben moi je pense que le combat refondateur est un combat extrêmement utile, mais dont il faut avoir conscience qu'il sera perdu. Non, mais je le crois utile au sens où je pense qu'il permet de poser des idées, de faire évoluer des conceptions, etc. Mais enfin, les appareils s'organisent et verrouillent pour ne pas perdre le pouvoir. Ça ne s'est jamais vu qu'un appareil bolchevique se fasse décaniller. Donc là, la France insoumise, excusez-moi, mais c'est strictement un appareil bolchevique qui a son pouvoir bien stabilisé et moi, je trouve ça très utile que des gens disent pourquoi c'est important la démocratie, pourquoi c'est performant la démocratie, que c'est intéressant de discuter, qu'on est dans une situation où on a besoin d'avoir des réflexions, des débats contradictoires, etc., etc., et que c'est juste nécessaire. Mais ils ne gagneront pas le pouvoir, ils ne transformeront pas, sauf si Jean-Luc Mélenchon, et ce n'est pas exclu, d'un seul coup se dit mais non, mais peut-être qu'il faut changer parce que là je veux dire Jean-Luc Mélenchon c'est un homme qui change à chaque fois qu'il l'estime nécessaire. C'est quelqu'un d'intellectuellement très souple, donc il fait ça, ça marche, il continue, ça marche plus, il abandonne. Donc s'il voit que c'est une impasse, il fera autre chose. Il changera de route. Voilà, c'est ça. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui est un éminent connaisseur de l'intérieur de la France insoumise et qui pense que, en gros, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui considère que c'est une impasse ce qui se passe à l'Assemblée nationale, que tous les partis vont se voter et que lui se prépare à être le recours en extériorité avec le bordel général de l'Assemblée nationale. À la Boétie, avec l'Institut La Boétie, etc. Oui, et puis avec un groupe de gens bien unis autour du combat qui sera pas avec les députés et pas avec la NUPES et pas avec voilà. Ça c'est l'hypothèse de quelqu'un qui me l'a formulé que je me suis dit tiens pourquoi pas, tout est possible et en effet je pense que pour l'instant la gestion à l'Assemblée n'a pas été extrêmement probante, on peut même dire le contraire. Donc il y a rien qui émerge de ce groupe LFI pour l'instant de clair comme stratégie et perspective politique. C'est pas eux qui apparaissent comme pouvant dynamiser la NUPES et pouvant constituer une alternative. Donc peut-être que Mélenchon il dit bon bah allez, hop, on passe à autre chose et maintenant on va faire un truc en dehors et on va faire un nouvel appareil resserré. Donc voilà, moi je trouve ça utile qu'il fasse ce combat politique. Je suis absolument convaincue qu'ils le perdront en termes de conquête, de transformation de l'appareil et de conquête du pouvoir. Je pense que les refondateurs, ils ont été utiles au Parti communiste au sens où ils ont aidé quand même un certain nombre de questions et de personnes à évoluer. Quand je vois la liste qui se profile des signataires du texte contestant la ligne officielle actuelle, bah il y en a, comment vous dire, ils ont fait du chemin, quoi. Bon, écoute, on suivra ça avec attention dans les semaines qui viennent parce que c'est là que les choses vont un peu se concrétiser, si des choses se concrétisent effectivement. Bon, maintenant on va parler des vrais sujets. Et je remets le son. Allez. La Coupe du Monde. Allez, vas-y. Parce que en finale. T'es en finale. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Donc je suis trop content. Il faut que je vous dise un truc, c'est qu'à Regard, on a une bande de barges du football, mais moi et un mec qui est très foot à la maison et voilà, oh là là. Et on a des supporters du Barça, du PSG et ça se fout sur la gueule. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je voulais raconter, c'est parce que hier, je suis allé sur BFM, ce sera le point de départ, mais je suis allé sur BFM avec un maillot de l'équipe de France, qui était mon maillot de France 98, donc il y avait qu'une seule étoile, et j'ai eu beaucoup de commentaires très acerbes disant c'est un scandale Pablo, tu peux pas aller t'es allé vendre ton cul sur BFM en gros et tu valides cette Coupe du Monde alors que il y a eu 6500 morts, il y a les droits des LGBT, il y a tout ce qu'on sait du Qatar, etc. Et juste, je voulais faire un point là-dessus parce que je comprends tout à fait, enfin je suis d'accord et d'ailleurs je porte toutes ces critiques à l'égard de ce qui se passe au Qatar, mais je voulais dire que nous par exemple à Regard, il y a maintenant
je pense 4 ou 5 ans, on a fait au moins 3 midinales sur ce qui se passait à l'époque au Qatar, sur notamment les travailleurs étrangers qui crevaient comme des moins que rien dans les travaux au Qatar, alertés notamment par les syndicats et les associations qui regardent les droits de l'homme. Et à cette époque-là, vous pouvez regarder les midinales, elles faisaient très très peu de vues. C'est-à-dire que tout le monde s'en foutait. Et pourtant, on a essayé d'en parler. Et je pense que à l'époque, ça aurait pu être intéressant qu'il y ait une véritable mobilisation à la fois sûrement des politiques, mais aussi des associations et de tous les gens qui disent là depuis quelques semaines, il faut absolument boycotter le Qatar, etc. Moi, je considère que il se passe quelque chose le football, la Coupe du Monde, c'est une fête populaire. C'est une fête où il y a énormément de choses en fait qui se partagent collectivement. Moi, j'ai vu plusieurs matchs dans des bars. Franchement, c'est assez ouf ce qui se passe dans les bars quand on regarde un match de foot. Et je suis heureux en fait les bars sont pleins, exactement. Alors en plus, il fait froid, donc on est tous à l'intérieur et il n'y a pas de fan zone puisque il y en a pas à Paris dans les grandes villes. Donc moi donc on est tous serrés dans ces bars. Moi, je suis content en fait de partager ça avec les autres, ce qui n'empêche pas pendant les pauses, enfin pendant les mi-temps, d'aller fumer ma clope et puis là de parler avec des gens que je connais pas et de parler de tous les points dont je parlais tout à l'heure. Et les gens en ont parfaitement conscience. Hein. Et les gens savent que FIFA égale mafia, que le Qatar égale État hyper corrompu et absolument dégueulasse et contre lequel il va falloir trouver des moyens, voilà, de se dire qu'est-ce qu'on fait avec un État comme le Qatar à qui on vend des rafales, à qui on achète du gaz, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec la FIFA qui est une organisation mafieuse et qui, en fait, a priori, va organiser toutes les prochaines aussi Coupes du Monde. Hein. Enfin, donc il faut trouver des solutions à ça. Mais honnêtement, se couper de ça, se couper en fait des 20 millions de gens qui ont regardé par exemple le match mercredi. Honnêtement, on est des commentateurs de la vie politique, mais on a aussi à cœur en fait de participer à la construction de dynamique politique de la gauche. Et si la gauche se coupe en fait de ces gens qui regardent le foot, mais autant, enfin là, c'est plus déconnecté qu'on est, c'est genre à 10 000 kilomètres au-dessus de la Terre. Donc on doit participer. Je pense même que c'est une nécessité de tous les gens qui se disent de gauche, en fait, de participer à ça, tout en trouvant les voies et moyens pour dire, attends, qu'est-ce qu'on va faire avec le Qatar une fois que la Coupe du Monde elle est finie et que ceux qui boycottent, vous aurez fini votre boycott puisqu'il y aura plus de Coupe du Monde, trouvez les moyens de continuer en fait à dire ce qu'on fait avec le Qatar, les liens commerciaux, économiques, diplomatiques qu'on a avec le Qatar, il faut qu'ils se terminent. Donc je vous enjoins à réfléchir à cette question et pareil pour la FIFA, je vous enjoins à réfléchir à ces questions et que ça soit pas juste un boycott de belles âmes qui aura duré un peu plus d'un mois. Du coup, je me dis, on pourrait enchaîner sur Marine Tondelier. Parce que je trouve que ce qu'elle dit, moi j'ai écouté son interview sur France Inter et on a interviewé Hélène Hardy aussi sur la Midinale, qui est la secrétaire générale de ELV, d'Europe Écologie Les Verts, et toutes les deux, elles nous disent que l'écologie ne peut pas être, alors c'était Ségolène Royal qui avait employé ce terme, punitive, mais on peut pas être se couper de tous les plaisirs de la vie, quoi. On ne peut pas être simplement à raconter toutes les horreurs qui se produisent. Non, quand il y a de la joie et qu'il y a de l'espoir, on en est. Et qu'on peut pas réduire ELV à les mecs qui veulent pas les arbres de Noël, qui veulent pas le Tour de France, qui veulent pas je sais pas quoi, enfin tu cherches un truc, les barbecues, enfin voilà, non, c'est pas possible quoi. Je veux dire, si c'est ça, mais non. Votre monde triste à pleurer, mais vous le gardez quoi. Moi je suis convaincue, comme tu l'as dit, j'étais refondatrice et je suis convaincue que dans les choses qui ont fait tomber les pays de l'Est, c'était des gens moralement très très bien. Alors c'est sûr que c'était pas le pays de la consommation, ils n'avaient pas été bouffés par le consumérisme. Enfin, en même temps, c'était d'un chiant et d'un triste. Non, mais attends, quoi. Je veux dire, on peut quand même avoir des lumières dans la ville, on peut avoir des couleurs et on peut être heureux. Et même, je l'avais déjà dit ici, on peut même être heureux quand on est pauvre, quoi. C'est-à-dire, on peut s'aimer, on peut rêver, voilà. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas du tout quand la gauche raconte que des choses horribles et qu'elle ne
veut pas voir qu'il y a des moments de bonheur collectif. Exactement. Ce qui ne veut pas dire, en fait, qu'on doit pas trouver les voies et moyens pour critiquer précisément ce consumérisme, pour critiquer des États corrompus et corrupteurs, etc. Non, mais c'est important. Mais par contre, mais t'as raison. Mais on n'oublie pas, quoi. Oui, exactement. C'est pas ça qui Alors nous menace. on n'oublie pas, mais juste la simple dénonciation ou la simple énonciation en fait que regardez, c'est horrible ce que fait le Qatar ou c'est horrible ce que fait je sais pas quoi Nike avec les Ouïghours, etc. Ça ne suffit pas en fait à créer une dynamique politique susceptible de changer les choses. Et c'est aussi sur ça qu'il faut réfléchir. On parlait sur l'écologie. L'écologie, tu vois, on en a déjà parlé, mais dire le GIEC, voilà ce que fait, on va avoir 1 degré de plus dans 2 ans, et c'est déjà la catastrophe, elle est déjà là, regardez ce qui se passe. Je pense honnêtement que tout le monde l'a compris. La question c'est comment est-ce que tu construis quelque chose, et c'est d'ailleurs, moi aussi je vais parler de Marine Tondelier, c'est ce qu'on a l'impression que Marine Tondelier veut faire. Marine Tondelier, d'ailleurs elle dit, nous ne sommes plus un parti. C'est la nouvelle secrétaire des ELV. Nationale de ELV, ouais. Qui a été élue le week-end dernier. Exactement. Marine Tondelier dit, largement. Nous ne pouvons plus être le parti de lanceurs d'alerte que nous avons été, notamment à la création d'Europe Écologie Les Verts. Nous voulons devenir le parti de l'écologie populaire. C'est-à-dire que d'un seul coup, la question de la vérité n'est plus centrale dans son programme, dans son paradigme, et c'est la question de la dynamique et de savoir comment est-ce qu'on fait pour devenir d'une part un parti de masse, puisqu'elle a dit qu'elle visait 1 million de sympathisants à Europe Écologie Les Verts. Je sais pas combien ça fait d'adhérence, hein, mais j'imagine plus que les 10 000 qu'ils ont aujourd'hui, tu vois. C'est lamentable. Je sais pas combien il a fait Jadot de voix. Comment? Combien il a fait de voix Jadot? Parce qu'1 million, c'est beaucoup, hein. Ouais, 1 million, c'est pas mal. D'autre part, ça veut dire aussi se saisir en fait aujourd'hui des forces et des dynamiques qui existent déjà sur la question écolo dans la société pour en faire ensuite une force propulsive pour les élections. On va voir si elle arrive à le faire. Hein. Pour l'instant, elle a donné des pistes. Elle a dit qu'elle allait faire des grandes assises de l'écologie pendant toute l'année prochaine. Elle a dit qu'elle voulait changer le nom du parti. Elle a dit elle vient d'arriver. Mais j'avoue que, et j'ajouterai à ça la façon dont elle a eu, par exemple, de parler dans l'interview de France Inter de François Ruffin, où elle a dit « Moi, François Ruffin, c'est un type qui m'intéresse. Moi, François Ruffin, c'est un type avec qui j'ai envie de parler. » Précisément parce que... elle a dit. De travailler, exactement. Encore plus. Ça veut dire qu'elle a compris que la question de classe était une question importante et à laquelle Europe Écologie Les Verts devait réfléchir. Et qu'aujourd'hui, c'était l'angle mort, en gros, un peu de ce qu'il propose, et que la question du travail, la question des classes populaires et la question de la classe, d'ailleurs, tout simplement, elle a envie d'en parler avec François Ruffin, et je pense que ça, si jamais ils arrivent à travailler ensemble, hein, parce que je sais pas si pour l'instant ils le font, ça peut être très intéressant. Je suis d'accord, il y a eu une évolution donc quand même dans les équilibres à gauche, les idées que François Ruffin avait développées au mois de juin, là, juste après la séquence électorale, sur la question du décrochage entre tout un monde populaire et la gauche. J'ai l'impression que cette idée-là, maintenant, elle devient, partagée. Il y avait quand même Roussel aussi qui le disait. On pouvait ne pas apprécier tout ce qu'il disait. Et la façon dont il le disait. Mais bon, il y avait Roussel et Ruffin qui étaient un peu isolés. Et j'ai l'impression que quelque chose qui est en train de se passer, notamment du côté de Europe Écologie. On va voir, hein, maintenant elle arrive. Mais c'est vrai que c'était assez étonnant l'interview qu'elle a donnée et l'interview de Hélène Hardy, encore une fois, que vous pouvez retrouver sur le site de Regard. Et ce que je pense, c'est que ce qui serait bien, c'est qu'ils se contaminent ELV et la France Insoumise. La France Insoumise, elle exprime la colère. Ça serait bien que ELV soit un peu plus, un peu plus en colère, un peu plus sensible aux questions sociales et populaires, et que tous les deux ils arrivent à exprimer quelque chose de désirable et d'heureux et de joyeux qui donne envie, quoi, qu'on ait envie d'aller les voir et d'être avec eux, et pas simplement de se dire que c'est triste la vie, quoi. Que d'ailleurs le cancer est une bonne nouvelle. Oui, non mais et d'ailleurs activer en fait
politiquement le bonheur et le désir qui Exactement. existent aujourd'hui déjà dans la société. Enfin, je veux dire, on est animé par ça. Tout le monde est animé par ça. Il n'y a pas que de la misère, que de la, Non, mais que de la surtout, les gens, catastrophe partout, mais tu bien vois. sûr, mais les gens se battent pour être heureux, ils se battent pour que bien faire leur boulot et en Mm. trouver une satisfaction, pour que ça se passe bien dans leur famille, avoir des chouettes vacances. Enfin voilà, les gens se battent pour être heureux. Donc c'est ça le fond de la vie, c'est le bonheur. Donc c'est sûr que politiquement, on peut pas être que sur l'expression de la colère ou de l'anxiété. De dérèglement climatique. Il faut absolument basculer et j'ai l'impression que chez ELV ils sont en train de le comprendre et peut-être que l'AFI va le comprendre. Petite question, on revient au sujet important. Ton pronostic pour le match France-Argentine dimanche? Je sais pas, je vais écouter les spécialistes. 2-0 pour la France. Les spécialistes, c'est toi-même? Non, 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 Je non, tu non, fais non, comme c'est ça, les gens. tu Mais changes. non, 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 c'est que ils disent tous autour de moi que c'est la France qui va gagner. Moi, j'en ai absolument aucune idée. Que apparemment, elle a mal joué mercredi, mais quand même, on est très fort. Ah bon, bon, alors dans ce cas, si on a mal joué mais qu'on est On très a gagné fort. sans panache, comme dirait François Ruffin. Mais on a gagné. Enfin, Ah bon, il a ouais, dit ça, il a François dit ça Ruffin et il a dit on a gagné sans panache et j'aimerais bien que la gauche soit un peu pareil. C'est-à-dire qu'elle gagne aussi, même sans panache, je m'en fous, mais je veux qu'elle gagne. Moi, je vous annonce 3-0 parce que genre la première Coupe du Monde que j'ai regardée c'était 98, on a gagné 3-0 en finale contre un pays d'Amérique latine. J'aimerais bien qu'on fasse la même chose même Et t'auras tes dimanche 3 soir. étoiles sur ton Et j'aurai mes t-shirt. 3 étoiles exactement sur mon maillot. D'ailleurs, en parlant de Qatar, dernière question. Tu voulais parler de la question du Qatargate. du Qatargate, oui, Ouais, exactement. ouais. Enfin, Je voulais en parler parce que en fait aujourd'hui, cette affaire est absolument un scandale immense qui met en cause vraiment une institution centrale en Europe et qui la décrédibilise, surtout qu'on est au début de l'affaire et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. J'ai lu le texte qui a été proposé par Manon Aubry au Parlement européen pour donner un cadre et renforcer encore le contrôle au Parlement européen contre la prolifération des lobbyistes. Alors j'ai vu que c'est 60 000 lobbyistes au Parlement européen, c'est complètement mondaine. pour avoir été attaché parlementaire au Parlement européen, je sais, ils sont partout. Non, mais Dans les couloirs. Ouais, alors bon, ce qu'on m'a aussi expliqué, c'est que 60 000 lobbies, ça veut pas dire 60 000 qui défendent des intérêts privés, parce que dans la conception européenne, un syndicaliste, c'est un lobbyiste. Greenpeace. Voilà, les ONG sont des lobbyistes. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est un mode de fonctionnement qui est très très puissant et que Manon Aubry, qui dirige le groupe France Insoumise et le groupe Goué, enfin, la gauche unie, ils ont proposé ce texte et il est vraiment vraiment intéressant. Tiens, on pourrait aussi le mettre en dessous. Bon, le Parlement a retenu quelques éléments là-dedans, notamment contre le pantouflage pour défendre les lanceurs d'alerte, etc., etc. Moi, surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est très préoccupant que ces affaires-là existent et qu'elles existent, à mon sens, de façon générale, quoi. Et que ça relève de quelque chose qui ne bien sûr qu'il faut donner des cadres, bien sûr qu'il faut encadrer, qu'il faut limiter, etc. Mais je pense que ça traduit une corruption de la pensée de l'État, de l'intérêt général, de pourquoi on est élu, de l'Europe, etc. C'est-à-dire que on est là pas pour quand on commence à confondre l'intérêt général et les intérêts privés, qu'on voit plus la différence et qu'on pantoufle et qu'on va de l'un à l'autre et qu'on est président de la République et qu'en fait on est le VRP des entreprises françaises, etc., etc. Quand tout ça se mélange, pour moi, ça ouvre la porte parce que mentalement il y a une faille dans la tête qui permet d'accepter finalement ce passage de l'un à l'autre, les petits cadeaux et que finalement un peu de fric ça fait pas de mal puisque de toute façon les riches ça ruisselle. Non mais ça ruisselle, ça fait du bien aux pauvres. Non mais voilà, donc non, je pense que ça traduit une corruption de l'intérêt général et que les socialistes soient touchés par ça. Je pense que ça dit quelque chose d'extrêmement préoccupant sur leur engagement politique. Moi, juste, j'ajouterais quelque chose, c'est que on se focalise beaucoup sur les corrompus et sur les
potentiel corrompu, mais il faut aussi imaginer que quand il y a un corrompu, bah il y a un corrupteur. Et que là, en l'occurrence, le corrupteur, c'est une puissance qui est censée être notre allié, qui s'appelle le Qatar, et que j'ai entendu, par exemple, hier, Emmanuel Macron, au sortir du Conseil européen, on lui a posé plusieurs questions, en fait, sur le Qatar Gate, en fait, et il n'a fait que répondre sur il faut que les institutions soient solides, genre on va voir jusqu'à où la corruption. Et mon gars, enfin genre on parle aussi du Qatar, enfin genre c'est eux qui ont filé les valises. Et je pense que effectivement là où les parlementaires pardon qui ont été corrompus sont éminemment coupables. Si jamais on va voir parce qu'il y a quand même une enquête, donc il faut voir où va l'enquête. Mais le pays corrupteur est hyper coupable aussi. Et je sais, qu'est-ce qu'on fait contre la parlementaire? Elle va peut-être finir derrière les barreaux et condamnée, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec le Qatar? On va vers quoi? Non, mais parce que pour l'instant, personne n'en parle. On parle que de la Pour parlementaire l'instant, on a un corrompue. président qui est allé à la demi-finale et qui Exactement. a rencontré le chef du Qatar, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a dit que le Qatar avait très bien organisé ses jeux, du point de vue de l'organisation et du point de vue de la sécurité, blablabla. Donc, je veux dire, pour l'instant, Macron n'a Ça fait... n'existe pas. Voilà, et il va Oui, mais- recommencer dimanche prochain. Mais ça, il y a, bon, ok, Non, Emmanuel non, Macron mais... fait n'importe quoi avec ça, je suis Oui. d'accord avec toi. Non, mais ce que Mais je là, dis, c'est- Ursula von der Leyen, elle peut dire des choses, elle. Elle est présidente de la Commission européenne, tu vois, elle peut dire, merde, il y a un État qui corrompt, genre nos parlementaires, il faut qu'on agisse, en fait, derrière ça. Il faut qu'on prenne, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a l'air d'être relativement systémique comme façon de faire. Donc, et là, encore une fois, derrière cette corruption, c'est pas un homme, c'est pas une entreprise privée, c'est un État. Et un État, encore une fois, qui est partenaire, avec lequel nous, on lui vend des rafales, les Allemands, ils lui achètent du gaz, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe qui, le Qatar. Il finance, genre, des clubs de foot en France, il finance des quartiers. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je ne sais même pas, en fait, s'il y a le début d'une solution pour répondre à cette problématique-là. Qu'est-ce qu'on fait face à un État corrupteur? On attend vos commentaires, On attend vos commentaires, vos exactement. idées. À plus tard. Bonne semaine. Bonne semaine.